Bonjour tout le monde, Mbak Biba avec vous. Aujourd'hui, on va traiter dans le premier chapitre la classification des végétaux. Alors, les végétaux ont une grande diversité. On observe les gymnospermes, les angiospermes et les champignons. Entre autres, les champignons. Il y a des gens qui ont classifié les champignons à part que les végétaux. Ils ont une classification spécifique. Alors, dans le règne végétal, on distingue les protocaryotes ou les procaryotes. Ce sont des êtres unicellulaires qui se reproduisent par simple multiplication cellulaire. On observe les eucaryotes qui sont pour la plupart pluricellulaires et se multiplient essentiellement par reproduction sexuelle. Chez les végétaux, on distingue deux grands groupes, les thalophytes et les cormophytes. Les thalophytes, leur appareil végétatif est aplétal. C'est une structure où toutes les cellules se rassemblent dans différenciation physiologique, c'est-à-dire que toutes les fonctions sont réparties dans toutes les cellules. L'absorption de l'eau et des sels minéraux se fait au niveau de la surface de la paroi hémiperméable de toutes les cellules. Cependant, en fonction des espèces, l'OTAL présente des formes très variées allant de l'état unicellulaire jusqu'à la structure complexe. Les cormophytes, ces végétaux, ont en commun une structure appelée cormus, c'est-à-dire une tige avec des feuilles. Les cormophytes, par rapport aux thalophytes, présentent des fonctions physiologiques bien définies. L'absorption de l'eau et des sels minéraux par les racines, la photosynthèse par les feuilles et la reproduction par les tiges. La différenciation cellulaire est importante chez les cormophytes avec un certain nombre de tissus qui assurent la fonction spécifique. Chez les cormophytes, seuls les trachéophytes sont vascularisés, présentent une trachée, élément conducteur de l'eau et de sels minéraux, la sève brute. Des racines vers les feuilles et des vaisseaux capables de transporter de manière organique produite par photosynthèse des feuilles vers les racines, la sève élaborée. Les cryptogames sont des plantes dont les organes reproducteurs sont cachés par opposition aux phanérogames dont les organes reproducteurs sont visibles. Les spermaphites, ce sont des plantes à grains. L'évolution des plantes avant 500 millions d'années et l'apparition des plantes unicellulaires comme les algues. 400 millions d'années, premier trachéophyte. 350 millions d'années, premier spermaphyte. Et avant 100 millions d'années, il y a l'apparition de premiers angiospermes. L'alternance des générations. Au cycle de reproduction doit comprendre deux phases. La fécondation F, c'est la fusion de deux gamètes pour former un zygote, ou œuf diploïde. Et la méiose, ou le méiose M. Schématiquement, c'est l'ensemble de deux métoses. La première est une division réductionnelle qui permet le passage d'un état diploïde de Z à l'état haploïde. La seconde est équationnelle où les deux cellules provenant de la première métose se divisent pour donner naissance à 4 cellules haploïdes N, qui constituent dans un premier temps une tétrade, 4 cellules unies. Les 4 cellules haploïdes ainsi formées vont subir des étapes de maturation et de développement pour donner naissance aux gamètes. La multiplication végétative, c'est la multiplication d'une cellule par des mitoses successives, soit pour former des clones indépendants, organismes unicellulaires, soit pour former un organisme plus ou moins complexe par spécialisation des cellules néoformées. Les phases nucléaires sont représentées par des générations morphologiques. La diplophase est représentée par un organisme qu'on appelle le diplante, et l'aplophase est représentée par un organisme qu'on appelle la plante. Le premier cycle, c'est le cycle le plus représenté de l'origine animale. On part de zygote, Z, qui donne directement un individu. La méiose est dit terminale. Elle va donner naissance à des cellules capables de fusionner entre elles. Ce sont des gamètes. La méiose est dit gamétique. La génération nucléaire est une diplophase. La génération morphologique représente l'espèce éteinte des plantes. Le cycle de reproduction est réduit à une seule phase morphologique. Il est dit monogénétique. Alors le cycle, il est monogénétique. Dans le cycle monogénétique, on observe que la méiose est terminale, c'est-à-dire la fécondation, elle précède la méiose.
Dans le cycle numéro 2, c'est le plus courant chez les végétaux. Le zygote donne naissance à une génération morphologique en diplophase. C'est un diplante. La méiose survient au milieu du cycle. Il est dit intermédiaire. Ce résultat est 4 cellules incapables de fusionner, donc incapables d'assurer la fécondation. Ce sont des spores dans ce cas. On parle même de métaspores car issus de la méiose. Chaque spore engendre une deuxième génération morphologique qui est en haplophase. C'est un haplante qui donnera des gamètes par simple métose. Suivant les espèces, les deux phases sont de durée égale. On parle de cycle équilibré. Parfois, le cycle est déséquilibré, c'est-à-dire que l'un des deux phases est dominante par rapport à l'autre. Comme N a deux générations morphologiques, le cycle est digénétique. Un haplophase est une diplophase. Isomorphes, les sporophytes et gamétophytes identiques morphologiquement et hétéromorphes différents morphologiquement, soit sporophytes, soit gamétophytes dominants. Le troisième type de cycle, dès sa formation, le zygote diploïde subit immédiatement la méiose. La méiose est dite initiale au zygotique. Elle donne une tétrade formée de 4 cellules incapables de fusionner. Ce sont des spores méiotiques. Chaque spore va germer et donner naissance à une génération morphologique en haplophase. C'est une haplante qui donne par simple métose des gamètes. C'est un cycle dit monogénétique. Le quatrième type de cycle, comme pour le cycle 2, c'est-à-dire le deuxième cycle, le zygote donne naissance à une génération morphologique en diplophase, 2N. C'est un diplante. Ce diplante va donner par simple métose des spores directs. Chaque spore va germer pour donner une deuxième génération morphologique A2N. Donc formation d'un deuxième diplante dans le cycle. Le deuxième diplante va subir une méiose dont le résultat est la formation de méiosospores. Chaque méiosospore va engendrer une troisième génération morphologique en haplophase. C'est un haploplante qui donnera des gamètes par simple métose. Ce cycle comporte deux phases nucléaires, une diplophase et une haplophase, avec 3 générations morphologiques, 2 diplantes et une haplante. C'est un cycle très génétique car il y a 3 générations morphologiques. Le terme de biologie végétale. Phyte, c'est-à-dire plante, provient de grec. Spore, c'est-à-dire semence, élément de reproduction de nombreuses espèces végétatives, organisme uni ou pluricellulaire destiné à isoler du corps végétatif pour conserver ou propager l'espèce. Structure de dissémination de certaines espèces végétales. Gamètes, cellules mobiles ou non, qui forment un œuf par fusion. L'évolution de l'eurénie végétale va dans le sens de la réduction de l'importance de gamétophytes au profit de sporophytes. C'est très important d'avoir cette notion. L'évolution de l'eurénie végétale va dans le sens de réduction de l'importance de gamétophytes au profit de sporophytes. Le terme de sporophyte ou de gamétophyte ne correspond pas toujours à la même phase nucléaire. Ainsi, dans le cycle 3, la méiose initiale donne des spores qui engendrent des haplantes, qui donnent des gamètes par simple métose. Le gamétophyte dans ce cas est haploïde. Dans le cycle 1, c'est le diplante qui donne les gamètes après la méiose, et dans ce cas, le diplante est le gamétophyte. Les spores ou les gamètes se forment dans des structures bien déterminées et qui sont différentes entre les thalophytes et le cormophyte. Les thalophytes. Les spores ou les gamètes sont protégés uniquement par la paroi squelettique de la cellule qui leur a donné naissance. Cette structure est appelée cyste. Le cyste qui protège les spores est appelé procyste. Et selon le mode de formation des spores, ce sera un sporocyste à sporulation directe. C'est un mode de formation métose. Ou un ou ce qu'on appelle myosporocyste.
Myososporocyste, c'est un mode de formation myose. C'est un myososporocyste. Le cycle qui donnera les gamètes sera un gamétocyste. Le gamétocyste mâle contiendra un nombre important de gamètes mâles, alors que le gamétocyste femelle a un nombre de gamètes très réduit, parfois un seul gamète femelle. Les cormophytes, la cellule mère subit une mitose ou une myose, suivie par des mitoses. Une partie des cellules sera stérile et s'organise en une couche de cellules périphériques, à rôle protecteur. Les autres cellules seront soit des spores, soit des gamètes, donc gamétanges, ou sporanges suivant les cellules. Les gamétanges mâles renforment un nombre important de gamètes mâles, alors que le gamétange femelle ne contient qu'un seul gamète que l'on appelle l'osphère. Le gamétange femelle peut prendre de nombreux archégones, le gamétange mâle prendre le nom d'anthéridie. La répartition des sexes. Une espèce monoïque est une espèce dont chaque individu produit et porte des gamètes mâles ou femelles. Ainsi, les sporophytes mâles de cette espèce contiennent des spores appelés microspores et qui donnent des gamétophytes mâles. Pour le sporophyte femelle, les spores sont appelés macrospores et elle donnera les gamétophytes femelles. Les espèces dioïques sont des espèces où chaque individu ne porte qu'un seul type de gamètes. Type de fécondation. L'isogamie. Isogamie, c'est-à-dire assurée par deux gamètes identiques morphologiquement, isomorphes. Anisogamie, assurée par deux gamètes de différentes tailles. Eugamie, ce sont des gamètes femelles sans flagelle. Immobile, gamètes mâles avec flagelle mobile attirés par des gamètes femelles. Logamie, on a le gamète femelle sans flagelle, c'est-à-dire immobile, et le gamète mâle avec flagelle mobile. Cystogamie, c'est la fusion de deux cytoplasmes, dont fusion de noyaux à deux gamétocystes s'approche pour assurer la fécondation. Ce qu'on appelle cystogamie, la fusion de deux cytoplasmes sans fusion des noyaux. Siphonogamie, la forme siphonique chez les champignons. Siphonogamie, la structure des gamètes femelles, gamétocystes, va former un pédoncule qui cherchera la structure mâle. Caryogamie, c'est la fusion des noyaux. Caryogamie, c'est la fusion des noyaux. Classification. Les phycophytes ou les algues appartiennent au groupe des thalophytes. Les phycophytes sont des organismes autotrophes, donc capables d'assurer la photosynthèse. Ils peuvent avoir un mode de vie pélagique, c'est-à-dire mobile dans leur milieu ou fixé. Les algues ont colonisé aussi bien les eaux douces que les eaux marines. Il existe trois groupes principaux. Les chlorophycophytes, ce qu'on appelle les algues vertes, les chlorophycophytes, suffisent les premières plantes terrestres. Les chromophycophytes ou phyophycophytes, les algues brunes. Les rhodophycophytes, les algues rouges. Les algues sont des organismes photosynthétiques, donc ils contiennent de la chlorophylle qui est à l'origine de la couleur verte et qui est en association avec d'autres pigments qui peuvent la masquer parfois. On parle de pigments surnuméraires. Un pigment surnuméraire, lorsque le pigment, ils peuvent être masqués parfois. Chez les algues rouges, la chlorophylle est associée à la phycoérythrine. Chez les algues rouges, la chlorophylle est associée à la phycoérythrine qui est responsable de la couleur rouge de ces algues. Chez les algues brunes, la chlorophylle est associée à la phycoxanthine. Chez les algues brunes, la chlorophylle est associée à la phycoxanthine, qui est responsable de la couleur brune de ces algues. Chez les algues bleues, la chlorophylle est associée à la phycocyanine. Chez les algues bleues, la chlorophylle est associée à la phycocyanine, qui est responsable à la couleur bleue de ces algues. De l'environnement, les algues vertes sont les plus proches de la côte.
Puis, dans l'environnement, les algues vertes sont les plus proches de la côte. Puis viennent les algues brunes. Et plus profond, encore viennent les algues rouges. Les pigments surnuméraires permettent d'absorber de la lumière, mais à d'autres longueurs d'onde que de chlorophylle. En fait, ces pigments sont des adaptations des algues au milieu marin. Ainsi, les radiations de grande longueur d'onde, le rouge par exemple, sont absorbées très rapidement par l'eau. Ne laisse que la lumière bleue et verte qui vont être transmises jusqu'au grand fond. Ces deux dernières longueurs d'onde ne sont pas absorbées par le chlorophylle, mais par les pigments surnuméraires. La répartition des algues marines est donc en fonction de ce paramètre. Donc les plus proches du littoral sont les algues vertes. On trouve aussi les algues brunes et enfin les algues rouges. Les mycophytes appartiennent au groupe de thalophytes. Ce sont des champignons. Les champignons, j'ai traité dans une vidéo les champignons et leur classification et leur mode de vie et leur appareil végétatif. Vous pouvez chercher sur ma chaîne sur la vidéo qui concerne les champignons. Les bryophytes. Les bryophytes appartiennent au groupe des cormophytes. Ils sont également appelés mousses. Ce sont des végétaux d'organisation relativement simple, de petite taille, mais qui possèdent pour certains une véritable tige feuillée. Ils n'ont pas de véritable système racinaire. Ce sont les archéophytes. Il n'existe pas de véritables feuilles et ils ne possèdent pas de système vasculaire. Caractéristiques des bryophytes: organisme haploïde, pas de véritables feuilles, pas de vaisseau conducteur, reproduction par gamètes aquatiques, pas de tissu ligneux, confiné au milieu humide, c'est-à-dire sous bois et les berges. Pas de tige rigide, la lignine permet la rigidification des tissus. Elle comporte 3 classes. Alors, les bryophytes comportent 3 classes. La classe des endocérotes. Les endocérotes, ils ont un appareil végétatif constitué par une lame plus ou moins étalée sur le substrat. On observe l'apparition par rapport aux thalophytes d'une orientation et d'une spécialisation de la structure du tissu. La partie supérieure de la lame est riche en chloroplastes et la partie inférieure est riche en éléments de réserve. L'appareil végétatif est tantale-protale. Les hépatites, ils présentent une tige couchée par les substrats, portent des rangées de feuilles dissymétriques. Les rangées de feuilles supérieures sont plus développées. Les mousses, ce sont les plus connues. Leur tige est dressée et porte latéralement des feuilles vertes assimilatrices. On n'observe pas encore de système racinaire complet. On parle de rhizoïdes. Ces derniers sont unicellulaires. Chez les deux premières classes, et les pluricellulaires avec des cellules de même nature chez les mousses. Chez les mousses, on distingue les ordres suivants. Les bryales, ce sont des vraies mousses. Les sphagnales, c'est un ordre très homogène avec un seul genre, les sphaignes, qui intervient dans l'édification des tourbières. Les andriales, c'est l'ordre le moins connu et ne comporte qu'un seul genre vivant sur les roches siliceuses en montagne. À noter que chez les bryophytes, la génération morphologique visible est haploïde. C'est le gamétophyte, alors que le sporophyte se développe en parasite. L'adaptation des végétaux au milieu aérien. La comparaison de l'organisation des algues et des végétaux terrestres montre que ces derniers ont des structures plus complexes. Les organismes qui baignent dans le milieu aquatique sont capables de prélever des éléments nutritifs de l'eau, surtout leur surface, alors qu'un individu vivant dans un milieu aérien ne peut prélever que les éléments nutritifs en solution dans les interstices ou à la surface du sol. Les bryophytes, et en particulier les mousses, ont mis en place des structures leur permettent
de pallier à l'inconvénient du milieu aérien. Ainsi, les cellules ont une paroi plus rigide pour améliorer le soutien de la plante et qui permet de renforcer la rigidité et le port dressé de la tige. L'organisme doit également limiter les pertes d'eau pour que le milieu intracellulaire reste favorable aux réactions enzymatiques. Pour cela, les végétaux ont mis en place au niveau des parois la formation d'une molécule appelée chutine, qui est hydrophobe. Les bryophytes peuvent survivre à des périodes de sécheresse plus ou moins longues. Certaines espèces ont développé un système de conduction primitif qui permet de transporter l'eau et les sels minéraux chez les rhizoïdes à la tige. Les ptéridophytes ou les fougères en grec, c'est un groupe végétal important, plus de 10 000 espèces. Ce sont des végétaux qui possèdent de véritables tissus conducteurs. Ce sont des cryptogames. Ils présentent des analogies avec le groupe des bryophytes. Au niveau des caractères de la reproduction sexuée, on observe une alternance de générations sporophytes-gamétophytes. Chez les ptéridophytes, on a constaté la prédominance des sporocystes par rapport aux gamétocystes. Pour la première fois, on voit l'indépendance d'un gamétophyte et de sporophyte, mais la fécondation nécessite toujours la présence de l'eau. Chez les ptéridophytes, on observe 3 classes. Les phyllocénés ou les fougères. L'organe le plus caractéristique des fougères est la feuille composée d'un pétiole principal qu'on appelle rachis, auquel est fixé un limbe vert. La tige est généralement horizontale et sautaire, qu'on appelle rhizome. Le système racinaire est formé de plusieurs racines dites adventives, car elles sont fixées latéralement sur la tige. La tige est très courte et peut ramifier. Son cycle de développement est le suivant. Le sporophyte est majoritaire. L'embryon présente pendant un certain temps un état parasitaire par rapport à la gamétophyte. La croissance de l'embryon est ensuite indépendante. Il a une forme de cœur et transitoire. Si chez les bryophytes, le sporophyte est greffé sur le gamétophyte, chez les fougères, ce lien est transitoire. Le sporophyte est un des plantes, car elle donne des myosospores par méiose. Le gamétophyte haploïde provient de la germination de ces spores. Le cycle est haplo-diplophasique, dégénétique, hétéromorphe, avec nette dominance de sporophytes des plantes. Les spores mâles et femelles sont identiques. On dit que le cycle est isosporé. Les equistincées ou les prêles. Elles sont fréquentes dans les terrains humides. Elles sont caractérisées par 2 tiges. Une tige stérile qui ne va porter que des feuilles et une tige fertile qui va porter un épi sporifère. Les 4 spores qui sont formés après la méiose sont identiques, mais elles donnent naissance à 2 sortes de protales. Les unes mâles vont être à l'origine des spermatozoïdes et les autres sont à l'origine des zoosphères. Les prêles sont isosporés et sont hétérotrophes. Les lycopodes. L'espèce la plus représentative est la Selaginelle. La tige chez cette espèce est couverte de petites feuilles régulièrement disposées. La tige porte à son extrémité des épis sporifères. Ces épis présentent des feuilles à la base desquelles on trouve des sporanges, soit des microsporanges ou des sporanges mâles, contenant de nombreux tétrades de microscope, soit des microsporanges ou sporanges femelles contenant 4 macroscopes. Les Selaginelles sont des hétérosporées, c'est-à-dire spores mâles et femelles de forme et de taille différentes, et hétérotalées, condition des végétaux inférieurs chez lesquels la fécondation ne peut s'effectuer qu'entre un gamète mâle et un gamète femelle provenant de 2 gamétophytes différents. Le protale mâle et le protale femelle sont de taille et de forme différentes. Chez les lycopodes, on observe par la première fois une structure qui
qui préfigure la graine. Cette structure va contenir l'embryon qui provient de la fusion des gamètes mâles et femelles, un tissu de réserve qui permettra les premiers stades de développement de l'embryon et une paroi. Celle de la macrospore. Chez cette famille, les lycopodes, la sexualisation apparaît dès la formation des spores. On observe l'apparition également de l'endoprotalie, c'est le fait que la fécondation va se faire à l'intérieur de la macrospore au niveau de protale femelle. Le cycle des syllaginelles est haplodiplophasique, digénétique et hétéromorphe, avec deux générations morphologiques. La plante et le protale femelle, c'est le gamétophyte femelle dans lequel on trouve l'archégone. C'est le macrosporange, à l'intérieur duquel se trouvent les oosphères. Côté mâle, la plante, du côté mâle, la plante est réduite à deux cellules qui vont donner les gamétonges mâles, les antéridies, et assez à ce niveau que vont se former les gamètes mâles. La diplophase est représentée par des plantes entières, c'est les sporophytes. Chez les ptéridophytes, la fécondation est toujours aquatique. Il y a donc un besoin d'eau pour amener les gamètes mâles aux gamètes femelles. On observe la réduction de gamétophytes et un parasite temporaire dans l'embryon. Sur le gamétophyte femelle, c'est ce qu'on appelle à l'origine de sporophytes. Pour les spermaphytes, on va les traiter dans le vidéo suivant. Merci de suivre notre chaîne.